Il faudrait, eh ben, Greg Le Guen. Coucou. Salut. Bonjour à tous. bonjour. Salut Salut, Jérôme. salut. Salut. C'est quoi le pseudo du coup? Je sais pas. Le lien sur le groupe événement. Il y a eu un événement créé de toute façon sur Facebook. Normalement, oui. Attends, je vais aller voir vite fait. Cherche quoi le lien? C'est encore le plus simple pour aller chercher. Alors, attends. Oui. Événement. On prend n'importe laquelle, de toute façon, il y a le lien dessus. Je l'ai là, mais mais le problème c'est que sur mon PC, je peux pas le copier. Non, mais de toute façon, c'est pas très pratique de le copier sur. C'est que je sais pas comment faire. Je sais pas à qui il faut le donner. Bah, c'est sur le chat en fait. Mais je J'ai vais pas de chat. regarder dans la description de l'événement. Je vais le mettre sur le chat comme ça. Le chat, quel chat? Bah, je sais pas, il y a un chat sur Discord? Bah Mais oui. où? Non, pas sur Discord, c'est sur Zwift. Ah, sur Zwift? Ah, mais moi j'ai pas les messages. Oh, bah alors. Et moi c'est tout désactivé, ouais, parce que ça me saoule Ah, quand ok. t'es en course, t'as tout le monde qui. Tu vois des Ah trucs en oui. anglais, moi je comprends rien, donc Ah ouais, ça me moi gave. je fais pas de course, tu vois. Moi je fais causer. Ah non, mais attends, je peux le copier là. Attends. Parce que justement, il n'arrive pas à rejoindre Discord, donc. Je vais lui mettre, mais est-ce qu'il va y voir, moi, vu que les messages. Ah, ça y est, ça s'est mis comme ça. Salut à tous. Bonjour. Salut. Ouais, je peux le mettre là. Mais est-ce qu'il va y voir si je le mets? De toute façon, il n'y a que nous là. Je l'ai mis là. Oui, oui, normalement, il le voit. Je l'ai mis dans le chat. Ouais, dans le chat, on le voit, on le voit. Bon, ça va alors. Nickel. Oui. Échec de connexion. Ah, ça, c'est bon, la pause. Et du coup, après, je fais comment pour sortir de là, moi? Ah, ça y est, on est parti. Allez, ça démarre. Il apparaissait pas vu maintenant. Bon, apparemment, il y a un peu de monde ce matin. Ah, Vous bah, allez prendre l'air. parfait. Je vais faire ça maintenant. Bon, il y a quelques noms connus quand même. Il y en a qu'on voit souvent. Bah, qui c'est que tu connais? On est tous connus, faut arrêter, on est tous connus. C'est ça, il n'y a que des, il y a que des Se célébrités. dévaloriser là. Il n'y a que des célébrités. Vas-y, qui c'est que tu connais pas? Vas-y, balance. Vas-y déjà, balance, vas-y. Ah, il y en a effectivement que je n'ai jamais eu l'occasion de croiser a priori. Ouais. Voilà. Ne serait-ce que sur les entraînements avec Chris et Jean-Baptiste ou sur les rides de Cocorico. Alors, je suis comme vous, je suis en train de pédaler. Hein. Ouais, en plus, t'as pas choisi juste rester dans mon canapé. T'as pas choisi le truc, le parcours le plus cool. Non, effectivement, c'est un peu ça. Mais j'avais pas trop le choix. La semaine prochaine, je suis un peu coincé, je suis sur un 200. Donc voilà. Il fallait, ouais, il faut Voilà. Il fallait trouver la date. s'organiser. C'est ça. Bon, je vais pas vous annoncer des choses magiques, des nouvelles que personne ne connaît. Comment ça? C'est des choses très simples. Le but étant effectivement que tout à chacun puisse faire le nécessaire. Donc voilà, donc si effectivement vous avez des questions, n'hésitez pas à vous parler. Hein. Même des idées auxquelles je n'ai pas pensé, il ne faut pas hésiter. Tiens, Jérôme, Donc, excuse-moi Jérôme, je vais t'interrompre une seconde. Cyrus, tu as ton micro qui fait des bruits. Ah merde, ouais, je vais le couper alors. Ouais, s'il te plaît, merci. Moi, je coupe le mien aussi. Hein. Voilà, pas trop court, Cyrus, parce qu'il va
manquer quelques centimètres après. Si, Comment je coupe ça? Je me permets de le charrier, on se retrouve. C'est clair. Hein. après. Attends, je coupe ça. annonce pour tout le monde, n'hésitez pas à couper vos micros sauf, et le rallumer quand vous avez besoin de poser une question à Jérôme. Comme ça évite les bruits parasites. Merci à tous. Et en fait, j'avais désactivé la suppression du bruit, c'était pour ça. J'avais pas fait exprès. Ah bah voilà. Bon, donc voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je tiens une petite boutique. Quand je dis une petite boutique, c'est vraiment une toute petite surface dans laquelle la priorité c'est l'entretien, la réparation et le montage. Voilà. Donc je m'essouffle moi aussi. Donc voilà. Je monte des vélos depuis l'âge de 16 ans. Je me suis mis à mon compte il y a quelques années. Et ben, je suis passionné du vélo. Non, sous toutes ses formes. Voilà, voilà. Donc, il y avait pas mal de petites choses. On avait parlé un peu du matériel, qui pourrait être un sujet pas mal à voir avec toi. Donc, rien d'extraordinaire, comme je disais. Juste des choses assez simples. Ouh, ça monte. Donc, du basique. Une pompe, ça peut être très pratique. Même si on est sûr d'avoir des bons pneus, d'avoir tout ce qu'il faut, une pompe, c'est bien. Ceux qui font les courses ou qui sont montés en tubeless, la cartouche de CO2, ça peut être un petit plus, ça permet de claquer les pneus ou de gagner du temps. Par contre, sachez qu'une fois qu'elle est percutée, si ça a marché, tant mieux pour vous. Si ça n'a pas marché, c'est mort. Donc la pompe, c'est quand même le petit truc de survie. Ouais, Jérôme, tu parlais de claquer les pneus. Qu'est-ce que tu veux dire par claquer les pneus? Alors, quand tu es remonté en tubeless, au moment où tu montes ton pneu doit claquer. Donc, tu entends un clac. Et c'est vraiment un clac. Il n'y a pas de doute. Alors, sur les jantes récentes que tu vas monter en chambre à air, tu vas aussi avoir ce clac. Que, en fait, les jantes sont très souvent tubeless ready. Tes pneus aussi. Mais tu vas les monter en chambre à air parce que ça te convient, parce que c'est plus simple. Parce que le tubeless, c'est pas ton truc. Et voilà. Donc, c'est vraiment, en fait, la tringle du pneu qui vient se claquer à l'intérieur de la jante. Et donc, ça fait un bruit très significatif qu'on appelle un clac. Voilà, tout simplement. Ok, donc ça, c'est juste pour les pneus tubeless. Hein. C'est pour les pneus tubeless. Okay. Ouais. Donc, voilà. Mais tu le retrouves assez souvent. Alors, sur des produits haut de gamme, milieu et haut de gamme, tu le retrouves. Même si tu ne montes pas en tubeless. Après, le deuxième outil du cycliste, c'est le multi-outil. Parce que, resserrer un petit boulon, un écrou, une vis de potence, régler un dérailleur, les cales sous les chaussures, des petites choses comme ça. Donc après, à voir avec vous si vous faites de la route, du VTT, si vous avez besoin d'un outil avec 8 outils ou avec 15, voilà, ça c'est à voir à vous de voir. Il y en a plein. Moi, je sais que quand je fais du VTT, j'ai un modèle un peu plus évolué. Quand je fais de la route, il est plus basique, plus petit, qui fait qu'il se loge bien dans la poche. Ça prend pas de place, c'est pas gênant. Par contre, je vous encourage plutôt à avoir un outil avec un dérive-chaîne. Parce que, t'arrives de casser une chaîne, ou qu'un pote casse une chaîne, et pouvoir dérifter, mettre un maillon rapide, pour vous rentrer, ça peut être pas mal. Ça évite de faire appel à une voiture balai qui vient vous chercher le dimanche matin, par exemple, au fin fond de la pampa, alors que c'était pas le programme. Et vous allez passer une journée de merde après. Résume. Mais c'est à peu près ça. Oui, bon, j'ai zappé les démons de pneus, mais ça, je suppose que tout le monde en a. Et voilà. Alors, 2, 3, plus les modèles sont arrondis, moins ils risquent d'endommager les chambres à air. C'est pas mal.
Après, il faut trouver ceux qui vous conviennent, qui sont assez costauds. Pas de démonte pneus en métal, sauf celui qui va faire de la descente en VTT avec des très gros pneus. Bon, mais c'est très spécifique. Donc le maillon rapide, j'en ai parlé aussi. Ça, c'est la petite attache pour la chaîne qui permet de remplacer un maillon cassé, de raccourcir la chaîne et puis de finir la sortie gentiment. Donc ça, c'est pas mal. Pour éviter de vous salir les mains, ça peut être bien aussi. Ça sert. Alors, c'est la paire de petites gants type latex, nitrile, qui vous convient, qui est dans la petite poche. Alors, ça sert notamment pour la réparation, notamment sur la chaîne, des choses comme ça. Mais ça sert aussi en cas d'accident. Ça peut quand même vous protéger et c'est pas mal. Et en accessoirement, conditions climatiques pourries, il commence à bien pleuvoir, il fait froid, et ben les petits gants en latex, ils vont vous protéger du vent, de l'humidité. Alors ça va avoir un temps très limité, mais soit sous les gants, soit par-dessus les gants, et comme ça au moins vous êtes un peu à l'abri, qui vous évite une onglée. La chambre à air, donc ça c'est adapté à votre vélo. Si vous avez plusieurs vélos, prévoyez à chaque fois un petit type qui correspond bien à votre vélo. Donc la chambre à air avec la bonne longueur de valve, le bon type de valve, Schrader, Presta. Donc la Schrader, c'est la valve voiture. La Presta, c'est la valve vélo avec des longueurs plus ou moins longues. On va de 40 mm à 80 mm et on peut mettre des prolongateurs. Voilà. Qui peut être sympa aussi. Alors ça, c'est mon côté mécano. Et j'emmène une boîte de rustine. Si on part, on a 2 chambres à air, ou une, suivant les cas. Tout se passe bien, pas de problème. La même sortie, on crève 2 fois, 3 fois, il n'y a plus de chambre à air, il n'y a rien pour réparer. Donc une petite boîte de rustine, ça coûte entre 3 et 4 euros. Vous réparez votre chambre à air. En même temps, vous prenez un café à l'occasion. Et vous pouvez repartir. Ce qui vous évite encore l'histoire de la voiture balai. Voilà. Pour les VTT et les graveleux, on peut prévoir le kit mèche pour le tubeless. Donc là, c'est un système souvent complet, avec des petits outils, des petites mèches, qui permettent de réparer le pneu, si le préventif ne fait pas son effet. Bien souvent, on fait ça la première fois sur le bord du chemin, donc c'est pas très simple, mais il n'y a rien de sorcier à faire. Voilà, voilà. Avez-vous des idées et des questions? Ouais, moi j'ai une petite idée parce que j'ai déjà eu le problème plusieurs fois. Allez. Soit c'est Cyrus, soit tu sais, là, en haut de la valve, la petite, une Presta que j'arrive pas à dévisser, soit la virole au bas de la valve pour enlever une valve tubeless quand je vais passer en chambre. Et donc j'ai une mini pince avec moi pour avoir un peu de prise parce que j'ai déjà été coincé à pas pouvoir enlever ma valve, quoi. Alors ça, souvent, ça arrive parce qu'on a trop serré. Alors je parle de l'écrou en bas de la valve de Presta. C'est ça. Parce qu'on l'a trop serré au montage. Normalement, on doit juste le serrer à la main. Ouais. Avec un outil. Après, la solution, ça peut être de mettre une clé Allen à l'intérieur de la valve, mais par l'intérieur de la jambe. D'accord. Donc, t'appuies dessus suffisamment fort, et là, ça te permet de soulager ta petite virole et de la desserrer. Ouais. Pour l'obus, il existe des petits outils. Alors, je vais citer une marque que j'adore avec beaucoup d'humour. C'est Mavic qui souvent fournit avec ses valves un petit outil en plastique qui ressemble à rien du tout, que la plupart des gens jettent et qui sert à démonter les obus. Mais je pensais pas à démonter l'obus, je pensais juste à la partie, tu sais, la virole de la valve Presta. La petite virole, Ouais, la petite virole, des fois elle est bouchée, enfin elle est bloquée soit avec la corrosion, soit avec le latex, et c'est là où j'ai été coincé déjà. Ouais. Après, il y a l'obus. Ça peut être bien aussi d'avoir un démonte-obus parce que ça peut arriver de le casser, voilà.
Mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous ayez un autre obus avec vous, ça devient déjà plus complexe. La petite pince, si tu fais du VTT, bah, c'est ton cas, c'est russe. C'est vrai que dans le sac à dos, c'est pas gênant. Il y a des petites pinces légères, ça prend pas de place. En vélo de route, c'est plus complexe. Ouais, tout à fait. Voilà, sauf si tu pars pour faire un ultra. Ouais. D'autres questions, d'autres idées? Oui, moi j'ai de la part de Nathalie. Ouais. Tout à l'heure, elle m'a demandé de te demander si sur les pneus vélo, Oui. il y avait Témoin d'usure. un témoin d'usure, comme sur les voitures. Alors, sur certains pneus, oui. Il y a certaines marques de pneus, Continental par exemple. Si on prend les GP et compagnie que la plupart connaissent, vous regardez votre pneu tout neuf et il y a des petits trous à différents endroits. Un petit trou qui fait un petit millimètre de profondeur, bien rond, tout petit. Et en fait, ce Pour les petit trou, GP, il y en a 2. ouais, ce petit trou, il sert justement à vérifier l'usure. Tant que vous voyez le trou, D'accord. RAS, tout va bien. À partir du moment où vous voyez plus ce trou, eh ben, changez vos pneus. Il n'y a pas d'autre solution. C'est qu'ils ont fait leur temps. Voilà, voilà. Très bien. Merci. De rien. D'autres questions? Pensez à rallumer vos micros si vous voulez poser des questions. Non? Bon, bah, on passe à la suite alors. L'entretien de base de son vélo. Donc là, rien d'extraordinaire, c'est pareil. C'est Si, pour, moi, du coup, j'avais une question. Ouais. Et du coup, Vas-y. attends, je rallume le micro. On revient. Sur les tubeless, Ouais. c'est facile à mettre les mèches? Parce que je sais qu'en voiture, c'est pas toujours simple. Alors, j'imagine qu'en vélo, ça doit être pareil. C'est pareil. Il n'y a pas de miracle. Alors, le pneu est plus C'est le même facile à principe? percer. Ouais. C'est exactement le même principe. Tu as une aiguille qui permet d'enfoncer ta mèche. Voilà. Souvent, il est fourni avec une autre aiguille qui sert de râpe de manière à agrandir un petit peu le trou pour que ta mèche rentre bien. Oui, et après, tu tournes en gros d'un quart de tour et hop, tu enlèves tout le monde, quoi. Voilà, c'est ça. Après, bah souvent, ça t'arrive dans des conditions où c'est pas très agréable. Ouais, d'accord. Il fait un temps pourri, ou tu es sur un endroit pas bien dégueulasse, donc voilà, ça c'est pas l'idéal. Mais normalement, c'est censé bien fonctionner sur le Et tubeless. ça, après, sur le long terme, pas de problème. Je veux dire, quand tu rentres, Non. t'es pas obligé de changer ton pneu, quoi. Non. J'ai des clients qui roulent avec des mèches depuis des années sur le même Ça pneu, bouge pas. Ouais. ça bouge pas. Après, t'as peut-être une petite perte de pression supplémentaire, mais vraiment infime. Ouais, Donc, mais c'est du déjà que tubeless, ton hein, tubeless- c'est vendu avec. Voilà. C'est ça. Le tubeless étant déjà juste un bricolage sur le vélo. Ouais. Faut être Et il y a bien même clair, maintenant, hein. là, je vais me prendre la tête un petit peu sur le nouveau vélo. Mes jantes sont sans crochet. Ouais. Alors, pour les pneus, bah, Normalement, elles sont plus courtes, hein. Ça devrait aller. Normalement, ça tient pareil. Hein. En théorie, ils ont testé plein. Ouais. Il y a plein de tests, ça tient pareil, sans crochet. ouais, Ça c'est bouge pour pas, ça. hein. Le problème, c'est de choisir son pneu. En fait, faut faire gaffe à ce que ta jante elle est sans crochet. Et tous les pneus Ouais. vont pas aller dessus, quoi. Non, après, Ils sont très rares. Même les tu sais, même les René Air qu'on passe, qui sont ultra souples. Avant, ils avaient peur. Ils ont testé. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème avec les gens sans crochet. Ouais. Donc en fait, Ouais. je crois que t'as pas à te poser de questions en fait en pratique. Ceux qui n'ont pas testé, ils disent que c'est pas testé avec, c'est pour se sécuriser, mais en fait, je connais personne qui est déjanté à cause de ça. En revanche, moi, les jantes avec crochet en VTT à basse pression, j'ai déjà déjanté, ça c'est sûr. Et elles étaient avec crochet. à partir du moment où tu Ouais, n'as c'est pas ça, cette ouais. pression, c'est certain que ton pneu, bah, voilà, Il se tu déforme. Ouais. prends un peu trop d'appui sur un côté, et puis bah, le pneu il déchausse un peu, tu perds de l'air, et là tu commences à sentir la jante. Célèbre blurp. Et là tu fais ah, il y a un souci. Donc voilà, ça c'est oui. Après, c'est pour monter sur un VTT ou un vélo de route ou un gravel Moi, c'est moi en route, moi. Non, bah, c'est sur ma route. sur ton route. Moi, c'était plus le fait, en fait, que tu pourras pas mettre le pneu que tu veux, en fait. Ouais. C'est plutôt plus ça. Alors tu vois, dans mon cas, j'ai une paire de jantes d'une marque espagnole sur lesquelles j'ai monté des pneus des Challenge. Impeccable, hein, pas de souci.
Pareil pour des Véloflex. Voilà. Alors, vélo sec, ouais. Donc pareil, Véloflex te dit telle pression, il faut les jambes de telle manière. Bon, après tu arrives à les monter, il n'y a pas de souci. Hein. C'est jouable. Après, en route, il y a un vraiment- autre débat, c'est qu'en route, l'intérêt n'est pas majeur au tubeless parce que tu as des pressions élevées et que des fois, ça n'arrive pas à réparer avec le latex, quoi. Ouais. Donc, c'est un autre débat. quoi. Ça gicle un peu plus. Voilà. Après, tu as une solution entre deux. Ouais. Cyrus l'a testé, moi aussi. Je me demande si j'ai C'est les mousses que tu mets à l'intérieur des pneus. Ah oui, alors c'est bien ça, du coup? Moi, j'aime bien. Alors mais- moi, franchement, j'adore. En VTT, j'adore. vu la catégorie. Et en vélo de route, je vais pas m'en plaindre non plus. J'ai Ça déjà fait eu bien des sa pertes de rigidité, pression ouais. sur une crevaison et effectivement, c'était à côté de la maison et je m'en suis pas rendu compte avant l'arrivée parce qu'en fait, j'ai dû rouler sur la mousse sur la fin de la Sur la sortie. mousse. quoi. Ah, mais ça sert à ça. Moi, je l'ai fait en VTT. Ma première expérience, c'était de faire un test sur une semaine. Donc en vélo taf et VTT. Donc j'ai monté une paire de mousse, 500 grammes de pression dans chaque pneu. Donc vraiment pas grand chose. Je suis pas lourd, d'accord, mais quand même. J'ai roulé comme ça pendant une semaine. Tu sens que c'est un peu plus souple, mais ça roulait bien. J'ai pas eu de soucis particuliers, j'ai pas déchaussé, rien du tout. Hein. Donc voilà, ça marche bien. Et je l'ai testé aussi réellement en VTT. Coupure du pneu sur silex, donc une belle coupure. Rien à faire pour réparer sur le coup. J'avais 3 km à faire en plein milieu de la pampa. Bon j'ai continué à rouler et j'ai pas roulé en me baladant. J'ai vraiment roulé. Et mon vélo est équipé en jantes carbone, donc j'ai vraiment été roulé et j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Quelle difficulté que tu peux avoir avec les mousses, c'est le montage du pneu. Et il y a un peu moins de place. Donc c'est un peu plus dur à monter. Voilà. Après, rien d'extraordinaire. Voilà. Donc, on va en revenir à l'entretien de base. Donc avant de partir, il faut la première chose, c'est vérifier l'état de son vélo. Alors, des fois, on est à la bourre, donc vaut mieux le prévérifier la veille ou voilà, s'assurer que tout aille bien. Des choses toutes simples, hein, déjà vérifier la pression des pneus avant la sortie. Donc en tubeless, on est amené à le faire plus souvent puisque les pneus perdent un peu plus en pression. Sur les pneus, je dirais un peu plus haut de gamme, type les Challenge, les René Hers, les Véloflex et compagnie, en fait, les pneus étant assez souples, je trouve qu'ils ont une tendance à perdre un petit peu plus de pression. Par contre, ils ont un toucher de route qui est assez inégalé. Donc voilà. Donc c'est juste refaire la pression des pneus. Ceux qui n'ont pas l'habitude et qui ont un doute sur la pression, il suffit de regarder sur le flanc du pneu et il est indiqué la pression maximale. Parfois la pression minimale. Donc voilà, à vous de juger ce qui vous convient le mieux. Si vous faites 60 kg, pas la peine de mettre 9 barres dans un vélo de route. C'est pas nécessaire, sauf à faire une compétition, voilà. Mais vous pouvez gonfler nettement moins. En VTT, par contre, je ne donnerais pas d'idée de pression parce que ça va vraiment dépendre de votre terrain, de vos pneus, de vos jantes, de votre pilotage. Jérôme, tu parles de la pression du pneu. On dit souvent une règle basique, il me semble, pour savoir à peu près la pression qu'il faut mettre selon son poids, non? Alors, franchement, pour moi, la pression vraiment dépend de ton vélo, du lieu où tu roules, des conditions climatiques, de ton pilotage. Quelqu'un qui fait le même poids que toi, mais qui a un pilotage ultra précis, propre, il va gonfler moins. Celui qui est ultra léger, mais qui est bourrin, faut qu'il ait plus d'air. Donc voilà, que ce soit en route ou en VTT. Il n'y a pas de miracle. Après,
les marques, en règle générale, ont plutôt bien quantifié sur les pneus ce qu'il faut. Si tu veux, prends mon exemple, en vélo de route, je gonfle aux alentours de 5 bar et demi, 6 sur du 28. En VTT, je suis à 1 bar 3. Donc Vous je suis m'entendez? assez... Là maintenant, Ouais, on entend. Ouais, moi alors j'ai tout faux parce que je fais du vélo route, je pèse 48 kilos Ouais. et je mets 8 barres. Putain. Ouais, ça doit être dur. Ça doit être très dur pour toi. Tu peux baisser, hein, largement. Ah, d'accord. Après, ça Moi, dépend si c'est en 23 ou en 28. Moi, je fais 49 kilos et on m'avait dit de mettre un bar par kilo. Pour 10 kilos, donc je mets 5 et demi. Non, mais ça dépend de ta section de pneus, ça Voilà. dépend de plein de Ouais, choses. c'est d'accord. Il y a des calculateurs NV ou l'autre aussi, c'est Envy vient de le Sika. ressortir, ouais. Ouais, NV et Sika, ils ont tous les deux un calculateur qui me donne les mêmes résultats que ce que je faisais. Sauf en Ouais. route. En route, je mettais trop de pression et à la suite d'avoir vu sur les calculateurs, j'ai franchement baissé les pressions et c'est nickel. LV, vous avez ça. Envy, NV ou NV, Sika. D'accord. ou Silka, S-I-L-K-C-A. Ce sont D'accord. deux marques équipementiers. D'accord. Envy, c'est de la jante et du composant. Et Silka, c'est surtout de l'accessoire. Ok. Donc de l'outillage. D'accord. Voilà. Pour donner une idée par rapport à toi, moi, sur le vélo de route, en 28 mm, pour 55 kilos, il me conseille moins de 4 barres. Hein. Ah, d'accord. Ah, ouais, d'accord. Bah, tu vas bien moins écraser ton pneu. Hein. Eh ben, C'est pas lourd. c'est ça, j'écrase moins et en plus, alors, il varie, il demande la qualité de tes pneus. Hein. C'est-à-dire, si tu as des pneus ultra souples, il te met moins de pression qu'avec des pneus durs. Voilà, donc en pneus durs, il conseille plus de pression parce que de toute façon, tu n'auras pas de gain de rendement lié à la baisse de pression. Alors que par contre, les pneus souples, plus tu baisses de pression, dans une certaine mesure, plus tu as de rendement. Donc, C'est qui me rattrape peut-être, non? Alors, pneu dur, moi c'est du Chalb. et ça dépend du modèle parce qu'en fait, quand les pneus souples, c'est les modèles les plus haut de gamme, tu le sais en regardant le nombre de TPI sur le indiqué. D'accord. Ah, souvent, les très haut de gamme, bah, tu le sais parce que à la facture, il pique. Je vais le résumer basiquement. Hein. Mais après, à 80 balles, Bon, voilà. Celui-là, D'accord. tout de suite, il pique. franchement, Tu regarde, prends un Schwalbe du Rano, je fais les vidéos. Ouais. c'est un pneu qui est pas haut de gamme, qui est Ouais. très qualitatif, mais qui va être un pneu dur, qui va être... Je vais peut-être avancer un peu plus. Aussi. Merde, on t'entend pas. Voilà. On t'entend plus, je crois. Enfin, je sais pas si c'est que moi, mais Il y a eu un creux, ouais. Oui, on n'écoute plus. on t'entend plus. Hein. Vous m'entendez? Non, Très mal, super très mal. loin. Ouais. À mon avis, t'as les écouteurs qui sont décrochés et t'es sur le haut-parleur du téléphone ou un truc comme ça. Non, non. Ah bah là, on t'entend très mal. Déconnecte et reviens. C'est mieux. Non. Ouais, bon. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Ouais. Est-ce que c'est mieux? Ouais. Oui, non? Oui, oui, oui. Oui, oui. Ah, voilà. Donc, la pression des pneus, on y repart. L'état des pneus, c'est un peu ce que l'on a dit tout à l'heure. Donc, il y a des témoins d'usure sur certains pneus, pas sur tous. Ouais. Donc, il faut contrôler l'état d'usure. Pour ça, des petites choses simples. Bah, sur un pneu de route, tant qu'il est bien rond, tout va bien. Si vous commencez à avoir un plat sur le centre de la bande de roulement, déjà, c'est qu'il y a de l'usure. D'accord. S'il y a une petite coupure ou qui commence à se craquer,
Les petites coupures sur le pneu de route, c'est important, puisque ça veut dire que c'est tous les silex, morceaux de verre et autres qui ont entamé le pneu. Au bout d'un moment, ça va devenir compliqué et vous allez crever souvent. Pour le pneu de VTT, bah, c'est pareil. Si vous voyez que votre sculpture commence vraiment à diminuer, que le pneu, la gomme devient très raide et qu'il se craquelle, bon, bah, il faut passer à l'option je remplace mon pneu. Ça peut être une bonne chose. Pareil, si vous voyez la trame, donc sur les flancs du pneu, si vous voyez les fibres, dessinent. Alors, pas les fibres neuves, hein, mais vraiment le dessin des fibres qui s'entrecroisent. C'est que ça, c'est usé. C'est que souvent, vous avez déroulé à des mauvaises pressions, souvent très basses, et donc le pneu est complètement usé. Et il risque de se déchirer n'importe quoi. Voilà, voilà. L'autre point majeur, c'est l'état des freins. Là, vous vous doutez bien que si ça freine pas, c'est casse-gueule. Si ça freine trop, c'est aussi dangereux. Faut pas que sur un frein patin ou sur un frein disque, si vous sentez que le frein, quand vous freinez, alors notamment à l'avant, ça broute, donc ça fait des à-coups, c'est qu'il y a un problème de réglage. Donc soit vous le solutionnez vous-même, soit vous allez voir quelqu'un qui sait le faire, donc un professionnel ou un copain qui sait se débrouiller. Ça peut être pas mal. Sur les freins, si vous êtes en vélo de route et que vous avez des freins patins, et que vous avez deux modèles de jantes, donc jantes alu et jantes carbone, surtout, ne pas monter les jantes carbone avec les patins qu'on service sur l'alu. Ah. Il va rester plein de morceaux de limaille dans les gommes des patins et ça va venir attaquer votre carbone. Donc, ça va vous faire mal au cœur, 2, au portefeuille, et à terme, ça va endommager vraiment vos jantes. Donc, avec des risques d'accident quand même à terme. Donc, c'est pas une bonne idée. Donc, qui dit jantes carbone, dit patin spécifique. Bon, ça Voilà. Le jeu de direction, c'est pareil. Donc, avant de partir, vous testez. Vous bloquez le frein avant, vous bougez un peu le vélo en avant, en arrière. Si vous sentez un tac-tac, un petit jeu dans la direction, c'est qu'il y a un réglage à faire. Faut pas partir avec la direction qui bouge. S'il y a du jeu, ça ne s'arrangera jamais. Ça ne peut que s'empirer. Donc les risques, c'est endommager le cadre, avec l'ovalisation du cadre, ou un arrachement, en avant, en arrière. voire la casse du pivot de fourche, C'est pas le même jeu. et ça entraîne la chute. Donc c'est le genre de chute qui pardonne rarement. Donc ça, c'est à contrôler. Et à partir de là, si vous devez le faire vous-même, pensez à vous équiper surtout d'une clé dynamométrique. Parce que les potences, de plus en plus, demandent un couple de serrage très simple, mais sur des petites vis. Donc si vous serrez trop, le risque c'est de casser votre vis, d'arracher votre filetage, voire de fragiliser la potence et le pivot. Donc voilà, donc clé dynamométrique, vous trouvez à tous les prix. La moins chère, c'est pas forcément la meilleure, mais c'est pas forcément la plus mauvaise non plus. Donc vous voyez ce qu'il vous faut. Si vous roulez et que vous entretenez régulièrement, vous n'avez pas forcément besoin de mettre une fortune dedans, il n'y a pas de souci. Et dis-moi, les fausses clés dynamométriques, entre guillemets, celles, tu sais, fournies par Canyon, par Trek, enfin, par certaines marques avec leur vélo en carbone, Ouais. elles sont fiables ou pas, tu sais, ou Bah, pour avoir testé et monté des vélos Canyon, parce que je le fais, Ouais, elles sont très justes. d'accord. Ouais. Là-dessus, en fait, je pense que justement, ces grandes marques vont pas prendre le risque de fournir des équipements qui soient pas bons. Je dirais que
prendre une analogie qui risque de faire hurler, mais vous allez dans un restaurant, vous partez du principe que l'hygiène est bonne. Ouais. Vous allez chez McDo, c'est de la fast-food, part du principe que l'hygiène est mauvaise. Eh ben, je pense que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que comme ils sont tellement sur la sellette, Ils n'ont pas le choix. au pépin, ils font gaffe. Si on prend, par exemple, Canyon, l'histoire du cintre de Mathieu Van Der Poel, ils ont rappelé et immobilisé tous les vélos. Ouais. Et il y avait un autre vélo, un contre-la-montre, où il y avait un problème aussi. Ils ont immobilisé les vélos. Ils ont même indemnisé des utilisateurs pour l'immobilisation, de manière à garantir la qualité et qu'il n'y ait pas d'accident. Donc ils n'ont pas envie d'avoir un mort sur la conscience. Après, une clé dynamométrique de qualité, normalement, ça se contrôle tous les ans. Donc ça doit être vérifié dans ce cas-là, par un spécialiste, la société souvent qui te l'a vendue, qui va contrôler ta clé, la tarer et ainsi de suite. Pour les amateurs, on le fait jamais. Donc, à la limite, la clé Canyon en plastique qui joue sur la Voilà. résistance du matériau, elle est quasiment plus fiable en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Et je te dirais que tous les professionnels, ou presque, on fait pas vérifier nos clés non plus. Ah oui. Parce que des clés Dynamo, j'en ai 3 à la boutique. Si on travaille à 2 et qu'il nous en manque une, il y a un moment, ça nous ennuie. Ouais. On va avoir du mal à bosser. Je sais pas de- Donc voilà, à choisir, il vaut mieux en racheter une. Maintenant, pour une utilisation régulière de la clé dynamométrique, ce qu'il faut, alors sur celles qui sont réglables, c'est surtout décomprimer le ressort à chaque fois que vous ne l'utilisez pas. Donc remettre à 0. Comme ça, il n'y a pas de risque. Donc c'est plutôt pas mal. C'est l'État qui paye. Qui est-ce qui a dit ça? À quel sujet? Si l'État paye, c'est que c'est nous qui payons. Faut pas rêver. Alors, la direction, elle doit être souple. Donc elle doit tourner librement. Ni trop pas assez, ni pas assez. Si elle tourne trop toute seule, le risque c'est que vous lâchez le guidon et puis ça part. Donc là il y a un petit réglage à faire, mais c'est pas grand chose. Et pas assez, ça veut dire que si vous sentez les billes et que ça tourne par à coup, c'est que 1, elle est trop serrée, ou 2, que les bons roulements sont fatigués. Voire trop serré et roulement fatigué. Ça peut jouer. Voilà. Ensuite, les roues. Donc elles doivent tourner librement. Pareil, sans à-coups, sans bruit de roulement, sans jeu latéral. C'est-à-dire que si vous avez votre roue qui est bien serrée dans votre car, vous ne devez pas sentir un jeu dans la roue. Sinon, il y a un petit réglage à faire au niveau des moyeux. Et là, je vous encourage à les amener chez votre vélociste. Parce que c'est lui qui sera sué pour corriger ça, plutôt que vous. Et il sera plus à même de réussir avec les bons outils. Dans le même temps, sur les roues, il faut contrôler la tension des rayons. Donc ça, vous pouvez le faire en serrant un peu vos rayons dans la main. Si vous voyez qu'il y en a un qui est très large par rapport aux autres, déjà, c'est qu'il y a un souci. Si la roue est voilée, voilà. Dévoilage à prévoir. Les rayons endommagés, il faut porter régulièrement. Les remplacer. Parce que à terme, ils vont casser. Ça arrive. Et si le rayon casse, votre jambe va prendre un mauvais pli. Alors, surtout sur l'alu. Et à terme, le voile, il va devenir définitif. Si ce n'est pas déjà le cas. Donc voilà. Pour la transmission, on est tous pareils. Quand on utilise notre transmission sur le vélo régulièrement, pour nous, elle fonctionne bien. Mais en fait, on oublie de se rappeler que les vitesses doivent être souples. C'est-à-dire que vous ne devez jamais forcer
sur les manettes de commande pour changer vos vitesses. Si vous forcez, en règle générale, c'est soit que le câble est endommagé, soit tout simplement il a vieilli, il s'est oxydé, donc il prend plus d'espace dans la gaine, il frotte plus, et donc ça fonctionne moins bien. Le remplacement des gaines, ça coûte pas une fortune. Je dirais que l'idéal étant de le faire quasiment tous les ans pour être sûr d'avoir un fonctionnement optimal. Pour ceux qui sont en électronique, donc sur VTT ou vélo de route, ça pose moins de problèmes. Hein, parce que là, c'est du réglage pur et c'est tout. Il n'y a pas de câble et gaine à changer. Voilà, voilà. Sur les freins à disque, je reviens au freinage, je n'ai pas pensé. Mais vérifiez l'état de vos plaquettes et de vos patins de frein. Ils ont des usures, une usure qui est visible. Sur les plaquettes, c'est un peu plus compliqué de se rendre compte de l'usure des fois. Il faut savoir que suivant les modèles, un petit millimètre, 1,5 millimètre d'usure suffit à pu avoir un bon freinage. Notamment tout ce qui est vélo de route. Donc on est amené à les remplacer assez souvent. Et en période de pénurie, comme c'est actuellement le cas, ça coûte assez cher. Donc pensez à le faire. Si au freinage, vous entendez un gros bruit de métal, c'est que vous avez largement dépassé l'usure des garnitures et qu'il faut vite remplacer ces plaquettes. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, moi je me demande tous les combien il faut remplacer sa chaîne. Alors ça va vraiment dépendre de ton usage, de ta manière de passer les vitesses, des conditions dans lesquelles tu roules. Ouais. Voilà. Si tu me dis que tu fais 5000 km dans l'année, tu routes que par temps sec et que tu pédales en vélocité, ta chaîne, elle va faire plusieurs années. Voilà. Ouais, ok. Moi, je fais que par temps sec. Par contre, je fais entre 10 et 12 000 Ouais. sur route de campagne. 12 000, ouais. 10 à 12 000, tu vas avoir intérêt à remplacer ta chaîne, je dirais, au minimum une fois dans l'année, voire 2 fois. Ah, d'accord. Si tu veux économiser tes plateaux et ta cassette, c'est surtout ça. En fait, si tu tiens et que tu vas jusqu'au bout avec, ok, pas de souci. Le risque, c'est dans ce cas-là, quand tu passes pour le remplacement, c'est chaîne, cassette, plateau, galet. Ah, d'accord. Des outils testeurs d'usure qui sont quand même pas mal quand on roule beaucoup. Tu peux comme ça, tu changes avant usure, quoi, en fait. Il y a les testeurs. Il y a les testeurs, ça sert à ça. Ouais, Ça coûte pas grand-chose. Ça coûte pas grand-chose. Quand tu vois que tu approches à l'usure minimale, tu remplaces. Ah ouais, d'accord. Et c'est quoi ces testeurs, Jérôme? Tu peux éclairer un peu? C'est un outil, alors c'est un petit outil, souvent métallique, qui permet d'insérer contre les maillots sur la longueur et qui permet de mesurer l'espacement. Donc normalement, quand ta chaîne est neuve, l'outil ne rentre pas. Quand ta chaîne commence à s'user, il y a 2 mesures. Alors, suivant les outils, les mesures varient, mais ça revient au même. Et donc, moi, j'en ai un, par exemple, de chez Parktool, où j'ai une usure à 0,5 mm et une usure à 0,75. Ouais, à 0,5, clairement, normalement, tu remplaces que ta chaîne, tout va bien. À 0,75, c'est même plus la peine de remplacer ta chaîne. Tu vas avoir toute ta transmission à remplacer. Et là, c'est pas... Pardon. Moi, mon vélociste, à chaque fois que je lui demande de remplacer ma chaîne, automatiquement, il me dit que obligatoirement, il me change la cassette, il me dit que c'est obligatoire. Ah, c'est pour le commerce. Si tu es à 0,5 et que tu as utilisé ta cassette sur toute la plage des pignons, normalement, je vais aller. À la grosse, je vais dire, avec une cassette, tu fais minimum 2 chaînes. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, si tu pédales que en force, donc tout à droite, non, voilà. Là,
clairement, il va y avoir de l'usure. D'accord. Si je prends le cas, par exemple, des vélos assistance électrique, parce qu'il y en a aussi, il y a beaucoup de clients qui utilisent 2-3 pignons, pédale en force avec le moteur en mode turbo, et quand ils arrivent chez les vélocistes, bah, on leur annonce changement cassette, chaîne, voire plateau, parce qu'en fait, Oui, ils ont forcé comme des brutes, tout est usé, mais tu as usé 3 plateaux, et si tu as 3 pignons, et si tu en as 10, franchement, ça fait mal au cul quand même. Hein. Oui. Je comprends. Au prix des cassettes actuellement, voilà. Et pour plus c'est cher. Automatiquement, je trouve. Y a-t-il d'autres questions? À propos de l'usure des cassettes et des plateaux, moi, j'ai juste pour dire, en monoplateau, sur le gravel et sur le VTT, mais surtout le gravel, qui roule beaucoup, j'use plus vite les plateaux que les cassettes. Mes cassettes, elles durent pour l'instant plutôt 4 chaînes. Ouais. Mais par contre, le plateau, lui, toutes les 2 chaînes, on va dire. Voilà. Ouais, bah, ce qui est assez cohérent. Hein. Ouais. Après tu as un petit gabarit. L'armée, ouais. Je pense que tu utilises bien toute la plage de tes cassettes. Ouais. Donc ça joue. Voilà. C'est clair. Et après, c'est pareil. Sur les plateaux récents, sur les vélos récents en monoplateau, avec 11 ou 12 vitesses, automatiquement, la chaîne se décalant, la ligne de chaîne est moins propre, donc on vient entailler un peu plus les plateaux. Et je crois que tu es en SRAM, Cyrus. Ouais, je suis en SRAM, ouais. Voilà. Sur 12 vitesses, effectivement. Et avec une grosse amplitude, ouais. Les plateaux SRAM... ouais, non, les plateaux, là, je suis revenu, là, actuellement, j'ai un SRAM, mais avant, j'ai eu beaucoup Wolf Tooth. D'accord. J'avais des Wolf Tooth. Ouais. Et là, je suis revenu sur un SRAM parce que je l'avais en stock, alors... Oui, bah oui. Voilà. Mais Wolf Tooth, finalement, le SRAM, il a l'air de tenir aussi bien, mais il est beaucoup plus lourd. Ouais, ouais. Mais sur le Eagle, en SRAM, alors suivant les gammes, toujours pareil, tu te rends compte que sur du GX ou du NX, l'usure est beaucoup plus prononcée. Il n'y a pas de miracle. Hein. Moi, j'ai testé, je suis resté maintenant, je suis que sur le i01, qui est qui est pas le plus haut niveau de gamme, mais qui est le plus solide, en restant un peu moins cher que le plus haut de gamme, quoi. C'est ça. Et voilà, faut trouver le bon compromis. Après, c'est un coût. Après, tu fais des gros kilométrages à l'année, toi, Cyrus. Ouais, je suis à 17 000, 18 000, donc... Ouais. Donc voilà, c'est certain. D'autres questions? Oui, j'ai les copains du club qui ont roulé avec une emplâtre, c'est-à-dire un bout de vieux pneu, au cas où il y aurait une misère pour le pneu. Par contre, les anciens, ils disent d'accrocher un pneu très très souple sous la selle pour une longue sortie. Le pneu très souple sous la selle, ça peut te servir. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Le morceau de pneu, notamment en VTT, ça peut servir en cas de déchirure du pneu. Ouais. C'est pas mal. Après, dans le même genre, tu as les grandes rustines type rustines pour camion ou tracteur qui peuvent réparer le pneu de l'intérieur. Ouais. Voilà. Mais effectivement, là, c'est de la solution de dépannage. Ouais, bien sûr. Mais c'est toujours valable. Il n'y a pas de miracle. Hein. Là-dessus, c'est certain qu'à partir du moment où tu peux réparer et au moins rentrer, voilà, c'est ça. Bon, c'est pas mal. Quand tu dois écourter ta sortie parce que mécaniquement c'est fini, c'est toujours chiant, quoi. C'est clair. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite. Non? S'il y a des questions, pensez à rallumer vos micros avant de les poser. Non? Bon. Alors, on va parler du nettoyage. Donc, nous ne sommes pas des coureurs professionnels tous. Donc, le nettoyage au Carrefour à la fin de la sortie, franchement, c'est à oublier.
Les professionnels se le permettent parce que déjà, ils ont des mécaniques dédiées qui sont là que pour ça, et donc ils vont mettre les vélos en état à chaque fois, remplacer les roulements si nécessaire, et ainsi de suite, pour que ce soit toujours optimal. Rappelez-vous que c'est pas eux qui payent le matériel. Donc il est fourni par les marques. Ce qui fait que ça a un impact important. Donc le Karcher, le jet, version jet bâton, puissant, pour venir décrocher la saleté, que ce soit en VTT, en vélo de route, en gravel, en cyclocross, c'est une mauvaise idée. Je vous encourage plutôt à opter pour une pluie, genre pluie fine, la petite pluie de printemps sympathique, qui rafraîchit mais pas plus. Donc voilà, pour vous faire tomber sur le vélo, de manière à décrocher le gros de la crasse. Ensuite, avec une brosse à poil long, hors souple, pas besoin d'un truc dur. Vous venez frotter un peu de manière à faire tomber le reste. Et normalement, ça suffit très bien. Si vous voulez que le vélo soit vraiment propre, après, il va falloir jouer un peu de l'huile de coude. Et pour ça, des choses toutes simples. Donc ça permet de faire le nettoyage même à la maison, sans tout salir. Une bassine avec de l'eau tiède, du produit vaisselle. L'avantage, c'est que tout le monde en a. Ça coûte pas très cher. Ça permet de nettoyer le vélo dans son intégralité. Et c'est pas agressif. Bah, pas plus que d'autres produits spécifiques vélo. Et un chiffon microfibre. En fait, vous allez nettoyer votre vélo au chiffon microfibre. Une fois qu'il est bien nettoyé, eh bien, un petit coup de rinçage propre avec de l'eau claire. Vous essuyez et c'est tout. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Voilà, moi, c'est ce que j'utilise à la boutique. Je nettoie jamais les vélos au jet. Prends le temps de les nettoyer sur le pied d'atelier dans la boutique. En moyenne, il faut compter 1 heure pour nettoyer vraiment proprement un vélo. Voilà. Après, les petits trucs qui sont pas mal, c'est la vieille brosse à dents qui permet de nettoyer la chaîne, la cassette, voilà. Voire des brosses à poil un peu plus dures, notamment pour les grandes cassettes type 11-12 vitesses VTT. Fixation très longue. Donc là, quand je parle de brosse à poil plus dure, c'est genre la balayette à chiottes. Hein. Elle a une forme qui est pas mal, avec des poils assez longs. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et toujours de l'eau tiède, du produit vaisselle, ça marche très bien. Voilà, voilà, voilà. Moi, j'ai un... Pardon. Ouais. J'ai un souci, c'est pour nettoyer mes jantes, mes jantes alu. Ouais. Malgré elles sont dégueulasses, j'arrive pas à les avoir. Elles sont piquées de blanc. Ouais, bah si elles sont piquées, en fait, je pense que tu n'auras pas beaucoup de solutions. Après, tu peux utiliser. Elles sont mates et grises ou elles sont noires? Non, elles sont mates et grises. Ouais. Ouais. Alors après, tu peux essayer, par exemple, avec du grade type Tampongex. Ouais. Alors, il existe plusieurs duretés. Ouais. De mémoire, le rouge doit être le moins dur. Et tu passes un petit coup dessus. Ouais. Là, ça va permettre de retirer, je dirais, ce qui a piqué. Mais tu pourras pas faire miracle. Ouais. Quand tu as vu que commence à piquer, il n'y a pas grand-chose à faire derrière. Ouais. Pourtant, je le nettoie à chaque fois, il est essuyé, mais je sais pas. Ouais. Alors après, ça dépend peut-être aussi des conditions dans les lieux où tu roules. Bah, le problème, c'est que je roule en campagne, et même quand c'est sec, avec les tracteurs, etc., tu as toujours un peu de merde sur la route. Bah, ouais. Tu peux avoir du lisier, tu peux avoir des choses comme ça, voilà. Qui restent très agressifs. Et ça, automatiquement, quand il y a de la pluie ou autre, bah, ça vient se déposer sur toutes les parties du vélo et ça l'attaque. Comme le sel. Ouais. Ouais. Donc voilà. Ok. D'autres questions?
J'ai une petite question. Oui. Mon mari utilise des lingettes Vulcanet, alors pour pas citer de marque. Et bon, parce que quand on doit faire le nettoyage dans l'intérieur, c'est pratique. Est-ce que c'est bien, ça abîme? Alors, Vulcanet, elles sont vraiment efficaces. Le truc, c'est que si elles sont efficaces, la plupart du temps, c'est qu'elles contiennent quand même pas mal de solvant. Donc, il faut penser à bien essuyer derrière. On lui enverra un Juste pas laisser la Vulcanette. Il faut vraiment passer le coup de chiffon microfibre derrière pour retirer l'excédent de solvant. Ouais, ok, c'est ce qu'il fait avec un chiffon microfibre ou un truc comme ça. Normalement, il y en a un qui est fourni avec les lingettes. Oui, c'est ça. Ok, bon, Mais merci. non, c'est une bonne solution, surtout quand on est en appartement ou en intérieur. Voilà, c'est pratique. Maintenant, effectivement, ça reste des lingettes. Donc, Du coup, moi, ça m'amène à une autre question ouais. sur le Karcher. Il y a le Karcher, pour pas le citer non plus, Muc-Off. Oui. Construit aussi. Je dirais que si tu utilises le Karcher, il faut l'utiliser. Soit par moi, je le nettoie complet. Ouais, mais parallèlement au vélo et pas perpendiculairement, pour éviter que l'eau à haute pression soit poussée dans les roulements. Ouais. Ok. Donc de l'avant, de l'arrière, mais pas perpendiculairement. D'accord. Ou alors, faut que tu te mettes, alors, avec un nettoyeur haute pression, peu importe, suffisamment loin. Pardon. Il a plusieurs buses, hein. Il a la buse moto, cycle, donc voilà. Il faut être suffisamment loin pour pas qu'il y ait de pression, pour pas que ça rentre. Donc en fait, on revient à la pluie. Au nettoyage version. Ouais. D'accord. Je n'ai pas à le vendre, à le jeter. Hein. Okay. Non. Il n'y a pas besoin de le jeter. C'est juste, voilà, tu te mets pas à 2 mètres en jet puissant pour nettoyer la cassette ou le pédalier. Faut que ça arrive sur le vélo en pluie fine. C'est ça, ça reste ça. Ok. C'est l'idéal. Okay. De rien. D'autres questions? Moi, j'ai une petite astuce, tu vas me dire si c'est bien. Je me sers pour, comme tu disais, la petite pluie fine de printemps, d'un pulvérisateur de jardin. Ouais, c'est très bien. Je mets en pluie. Et une fois que j'ai fini d'essuyer, j'ai acheté un petit compresseur et je finis de sécher avec l'air. Alors le compresseur, c'est pareil, il vaut mieux que tu te mettes parallèle au vélo et pas perpendiculaire. Parce que tu vas avoir l'air qui va pousser l'eau et la graisse au niveau des joints et des roulements, et donc au bout d'un moment, tu vas chasser toute ta graisse. D'accord. Voilà. Après, si tu es suffisamment loin, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Ouais. Non, après, voilà. Maintenant, il faut être conscient que une sortie de 4 heures de vélo, si derrière on a 1 heure, 1 heure et demie de nettoyage, c'est long. Surtout si on a attendu pour manger avec belle-maman après. D'autres petites choses ou pas? Non? Pourquoi pas moi? La lubrification de la chaîne. Sujet délicat. Y a-t-il des triathlètes? Oui. Bon. Alors, les triathlètes, je vais faire une petite aparté. Très souvent, comme vous avez 3 activités à vous entraîner, le boulot, la vie de famille, vous n'avez pas trop le temps de l'entretien du vélo, pour la majorité. Donc souvent, vous remettez du gras sur la chaîne. Sachant que vous avez été nager en bord de mer, il y a la transpiration, les bidons et compagnie. Donc vous êtes du pain béni pour les vélocistes. Quand vous arrivez, c'est dégueulasse pour la plupart. Si c'est pas ton cas, tant mieux. Et donc on sait pertinemment qu'on va avoir un gros chantier dessus. Donc pour nous, je vais être clair, vous êtes une manne financière intéressante. Alors, la première chose à faire, avant de lubrifier sa chaîne,
c'est de la nettoyer. Donc bien la nettoyer de manière à ce qu'elle soit propre, qu'il ne reste plus de gras, ou le moins possible. Comme ça, vous repartez sur une chaîne saine. Et vous pouvez déjà ne pas trop vous salir les mains. Ce qui est pas mal. Ça grimpe un peu. Donc nettoyage, la brosse à dents, les petits kits de nettoyage, le produit vaisselle, voilà. Après, tant que vous nettoyez, c'est le principal. Une fois bien nettoyée, vous la rincez, vous la séchez. Une fois qu'elle est sèche, là, vous allez passer à l'étape de la lubrification. Donc, un produit à bannir, le spray, quelle que soit la marque. Donc, toutes les bombes de gras pour chaîne, vous les oubliez. Ça, la seule chose que vous allez faire, c'est pulvériser du gras partout autour. Si vous êtes en frein à disque, vous allez contaminer votre disque et vos plaquettes. Donc, derrière, pas de freinage. Donc, voilà. C'est fait. Le WD-40, le 3 en 1, ce n'est pas un lubrifiant. C'est un dégraissant. Bien que ça lubrifie au départ, mais après, ça sèche complètement. J'en ai eu mis, mais. Donc, vous usez prématurément votre son. Quand j'en mets, après, des 40, je regarde. L'idéal étant une petite burette d'huile. Alors après, de l'huile fine, de la cire, de la condition humide, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous plaît, ce qui convient en condition où vous roulez, à la période à laquelle vous le roulez, à votre budget. Voilà. Donc ça marche bien, la petite burette. Ça permet d'être précis, que ce soit en positionnement et en quantité. Ce qu'il faut faire, c'est mettre une petite goutte d'huile, donc de lubrifiant, peu importe lequel, sur chaque rouleau intérieur de la chaîne. Donc, soit vraiment goutte à goutte, le petit rouleau qui est entre les maillons, entre les deux plaques de maillons, donc un par un, sur la partie interne. Vous laissez agir, vous essuyez l'excédent, et c'est tout. Le seul moment où vous essuyez pas, c'est si vous mettez de la cire. Que la cire, elle a vocation à rester et à ne pas être aussi visqueuse que l'huile. Et ensuite, l'idéal étant de la lubrifier la veille. Ensuite, vous essuyez donc l'excédent et vous allez rouler. Et là, vous remettez du lubrifiant que quand vous entendez la chaîne chanter. Donc un petit bruit métallique. C'est que là, elle commence à être sèche et qu'elle a besoin d'être à nouveau lubrifiée. Ça ne sert à rien d'en mettre à chaque sortie, bon, sauf s'il a fait des conditions dantesques, pluie torrentielle, voilà, et que vous voyez que c'est sec, ou alors de la neige, un sable pas possible. Dans ce cas-là, vous nettoyez, vous lubrifiez. Voilà, voilà. En fait, si vous mettez trop de lubrifiant, on en revient aux triathlètes, mais aussi les vététistes, les routiers, suivant les cas. En fait, vous allez colmater la chaîne, toute la poussière va se coller dessus, et à partir de là, en fait, vous allez user de manière prématurée le plateau, la cassette, la chaîne bien sûr, les galets, et pour vous, ce sera des dépenses supplémentaires. Voilà. Donc, vaut mieux une chaîne un petit peu sèche qu'une chaîne trop grasse. Voilà. D'autres... à vous de poser vos questions ou d'autres idées. Qu'est-ce que vaut la petite boîte qu'on vend là pour nettoyer la chaîne? C'est pas mal. C'est franchement pas mal. Après, c'est plus propre que simplement la brosse à dents. Ouais. Faut quand même un peu de place pour le faire. Ouais. Et puis après, suivant les modèles, il y en a qui sont plus efficaces, plus résistantes que d'autres. Surtout, tu en as certaines où tu peux changer
les petites brosses à l'intérieur, dessus le temps. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça te permet, si tu n'as pas beaucoup de place et si tu as besoin de faire ça en intérieur, de ne pas tout salir. D'accord. Voilà. Ok. D'autres questions? Oui, justement, à propos de ces boîtes-là, ouais. Le produit qui est utilisé dedans, c'est quoi? C'est un solvant? Alors, c'est un produit de nettoyage vélo. Il y a certaines boîtes qui sont fournies avec un vrai solvant, un vrai dégraissant. Donc lui, il est agressif. Faut être clair. Donc il faut bien rincer la chaîne après et la nettoyer et la relubrifier. D'accord. Il y a par rapport à l'environnement que je posais. Ouais. Alors Poser après, la question, souvent j'en vois, ils le font au-dessus de l'herbe et voilà quoi. C'est ça. Alors moi je vais te prendre un exemple que je connais bien. Le produit Hoop, le shifter de chez Hoop. Je sais même pas ce que c'est ce drapeau-là. Donc le shifter de chez Hoop, pour l'avoir testé quand même pendant pas mal d'années à titre personnel, je peux t'assurer que l'herbe repousse. D'accord. Voilà. Il est de ce côté-là, il n'est pas trop agressif. Elle repousse bleu, mais elle repousse. Non, elle repousse bien. Non, elle repousse bien. Mais clairement, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je préfère opter pour le produit vaisselle, qui n'est pas le produit miracle, mais qui est le produit le moins agressif, puisqu'on va être amené à manger la vaisselle. Donc, il est censé être le moins agressif possible pour nous aussi. Donc, s'il est moins pour nous, il devrait l'être moins pour la nature. Idéalement, c'est de mettre un bac en dessous. Quand tu nettoies, tu récupères tes eaux usées, et puis les eaux usées, on les amène à la déchetterie. Oui, bien sûr. Tu vois, typiquement, moi à l'atelier, tous les trucs que j'utilise et qui sont recyclés, je les mets en bidon et après je les emmène à la déchetterie. Ah, je comprends. Parce que, effectivement, je suis d'accord avec toi, on fait des sports nature, donc on a intérêt à préserver notre environnement. Eh oui, oui. Autre question. Y a-t-il d'autres questions? Non? Pas d'autres questions? Ok. J'ai une question. Lubrification, les galets, tout ça, tu mets un petit peu d'huile? Rien du tout. Les galets, rien du tout. Non. Les seuls Le petit- galets sur lesquels tu vas mettre, que tu vas recharger en graisse, que tu as sur le derrière. ça va être les galets souvent avec des roulements de céramique. Ah ouais. Donc là, quand tu démontes tes galets, la plupart des marques qui te vendent des galets céramiques, donc Ceramic Speed, SRAM et autres, te fournissent avec une petite burette de graisse spéciale. Mais sinon, tu n'as rien à faire du tout. Si tes galets ne tournent plus, c'est que les roulements sont nazes ou alors qu'ils sont usés. D'accord. Et pour la chaîne, quand on achète une chaîne, on est neuve, on l'installe. J'ai un ami qui m'a dit il n'y a pas très longtemps qu'il enlevait la graisse avec du pétrole désaromatisé, quelque chose comme ça. Alors, effectivement, il y a beaucoup de coursiers qui retirent la première graisse sur la chaîne qui sert à la graisse de stockage pour éviter qu'elle s'endommage avec le temps. Donc oui, tu peux la nettoyer. Donc le pétrole désaromatisé, pourquoi pas. Après, toujours pareil, un bon coup de produit vaisselle, déjà tu dégraisses. Ça c'est pas mal. Parce que le pétrole, c'est pareil. Il va falloir le recycler derrière. C'est ça. Le pétrole, moi je le garde dans un grand bocal. Et tu recommences à ouais, il me fait vraiment beaucoup de chaînes. Voilà. Mais c'est pareil, il faudra que tu le recycles à un moment ou à un autre. Ouais. Mais en fait, ça se dépose au fond, en fait, et tu vas s'accumuler la graisse au fond, sous le pétrole. tu le filtres après au filtre à café. C'est ça. Donc voilà, en fait, ça fait des années que j'en ai, j'ai eu à le recycler qu'une fois pour l'instant. Ouais. Voilà, c'est des solutions. Nettoyage. Pardon. Ouais, c'est un nettoyage à faire ça régulièrement parce que vraiment ça décape quoi. Moi c'est pour la chaîne neuve, hein, c'est pour pouvoir mettre le squirt avant, après.
Ouais. Ça, tu le J'ai fais pas que sur compris. le pneu. D'accord. Après, je te dis, c'est du nettoyage. Voilà. Il faut se rappeler que c'est de la mécanique. On est sur de la mécanique précise, mais c'est pas de la haute précision. Elle s'use. Donc ta chaîne, il y a un moment, elle vit. Il va rester toujours des impuretés. Là, tu as Mekov qui a sorti pour les magasins un nettoyeur ultrason pour nettoyer les chaînes et les relubrifier derrière. Voilà, à part le nettoyage ultrason, pour réussir à désincruster le maximum des chaînes, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis le nettoyage avec soit les petites boîtes, soit la brosse à dents, et relubrifier derrière, ça suffit Bien. amplement. Sachant D'accord. qu'il y a un moment, tu vas changer ta chaîne. Ok, merci. Pas de rien. Petite question. Bon, là, c'est pas la chaîne. J'ai donc un VTT tout suspendu. Ouais. Et on m'a conseillé à chaque lavage, donc tu les lavais évidemment à chaque fois, de mettre un petit peu d'huile, ce qu'on met sur la selle au niveau des fourreaux des suspensions avant et de la suspension arrière à chaque fois. Non. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense pas. En fait, si tu viens mettre de l'huile, toutes les poussières au prochain fonctionnement vont se coller sur l'huile. Et à chaque mouvement du piston, en fait, tes poussières vont pénétrer à l'intérieur de ta fourche. Ah, d'accord. Donc ça, tu vas salir les mousses à l'intérieur de la fourche, tu vas vieillir ton huile prématurément, et ainsi de suite. Plus le risque de frottement qui va augmenter au niveau du joint spi et qui va venir être abrasif sur les plongeurs. D'accord. Donc en fait, tes plongeurs, il faut qu'ils soient propres, secs. Si tu as de la poussière, à chaque mouvement, elle va bouger, puisque ton joint spi, il est là pour ça. Donc voilà. D'accord. Bon, ben, ok. Après, tu et sur chaque, chaque petit pivot, principalement de la suspension arrière, on met un petit peu d'huile quand même? Normalement, tes joints sont tes roulements sont des roulements étanches. Étanches, donc il n'y a pas de souci. Avec une étanchéité limitée quand même, mais reste étanche. Ce qui fait que normalement, tu n'as rien à y mettre. D'accord. Voilà. C'est toujours la même chose. Si tu rajoutes de l'huile, tu vas coller la poussière, ça va devenir abrasif et tu vas créer une usure. Ouais, d'accord. T'as quoi comme vélo? J'ai un Scott, un Spark RC900. Donc effectivement, en plus, sur certains pivots du Spark, sauf si les derniers, je ne sais pas, mais j'ai l'avant-dernier. Moi, j'ai pas le dernier où on voit pas la suspension arrière. J'ai celui de l'année d'avant. D'accord. Mais souvent, sur beaucoup de Scott, ce ne sont même pas des roulements, ce sont des bagues téflonnées. Donc, une bague téflonnée, si tu rajoutes de l'huile, tu vas vraiment la charger en poussière et ça ne va pas aider. D'accord. Donc voilà, donc en fait, toutes ces articulations-là, il faut qu'elles soient propres, sèches. Donc tu roules dans la boue, mais après, il faut qu'elles soient rincées, pas de jet direct dessus. Et dans ces cas-là, tu vas voir ça va fonctionner. Si tu peux faire un test, c'est-à-dire que tu dégonfles complètement ton amortisseur, tu actionnes ton bras arrière, et normalement, ça doit fonctionner sans à-coups. Si tu as des à-coups, et qu'il y a des roulements, qui commencent à être grippés. Ah ok, donc depuis le début, c'est ça. Donc... Voilà, si tu as des roulements grippés, il va falloir les remplacer. Toi, à l'usage, tu ne te rends pas forcément compte que ça fonctionne moins bien. Par contre, le jour où tu remplaces toutes les articulations, là, tu vas dire « Ah, mais mon vélo, il fonctionnait comme ça normalement. » Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok, bon, ben, je faisais ce qu'il fallait pas, quoi. Bah, tu as fait ce qu'on t'a dit de faire. Et en plus, c'est mon vélo 6, hein, c'est mon... Voilà. C'est même pas un copain, ou voilà, donc quand j'avais acheté le Scott, justement... Il fait l'entretien lui-même des suspensions ou il les fait faire? Il les fait faire. Voilà. Donc comme il les fait faire, il va pas trop voir ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. S'il les faisait lui-même,
que mettre de l'huile, bah, il va rentrer toute la merde. Ouais, d'accord. Voilà, après, j'ai rien. C'est chacun son métier. Moi, j'avoue que je fais des suspensions en entretien. Donc, je vois ce qui se passe à l'intérieur. Parce que ça faisait Ah ouais. écho à Pierre Larigot. D'accord. Mais voilà. T'as fait ce qu'on t'a dit de faire. Bon, après, il marche encore bien, hein, mais. Voilà. Maintenant, s'il a 2 ans, va falloir que tu penses à faire l'entretien des suspensions et des roulements. Ça a déjà été fait, ouais. Ouais, voilà. Il a un petit peu plus de 2 ans et c'est déjà fait, ouais. Alors là, l'avant est déjà fait. Par contre, il me disait que l'arrière, tant que ça marchait bien, c'était pas nécessaire. L'arrière est moins fragile, il y a moins d'entretien, c'est ce qu'il me disait. Et t'as le blocage d'amortisseur. Complètement, ouais. Donc qui passe à l'intérieur. Ouais. Donc à mon avis, il n'a pas forcément envie d'aller repasser le câble à l'intérieur et de. Du reste, j'ai eu effectivement un petit souci l'année dernière, donc j'avais plus qu'une position. Ouais. Il a jamais pu me le régler. Et quand je suis allé au Roc d'Azur, je l'ai emmené le vélo sur le stand Scott. Ouais. Et ils me l'ont réglé à une vitesse sans problème. Ah voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, et ça a été réglé. Je pense que le problème est là, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie de démonter le blocage parce qu'il sait que derrière, il va se faire chier pour le remonter et le régler. Ah, mais c'est possible. Et Julien Curry, tu as déjà démonté ta tige de sel, etc. J'espère. Parce que tu as sûrement une tige de sel télescopique, je suppose. Non. Hein Ah non, j'ai pas de télescopique. C'est bon, d'accord. Donc tu la bouges de temps en temps, donc il n'y a pas de problème. Ouais. Un Cyrus, on bouge la tige de sel. C'est du vécu. Ouais, c'est ça. Donc oui, c'est la même chose sur les tiges de sel et autres. Il y a de l'entretien à faire. Il faut penser à... C'est pareil, je pense pas non plus, tu vois. Ah ouais. Donc voilà. C'est quoi du coup l'entretien pour les tiges de sel télescopiques? Alors après, ça va dépendre si tu es en câble ou en hydraulique. Câble. Câble, c'est changer les câbles régulièrement. Que le câble? Câble et gaine. Enfin oui. Et à l'intérieur, en fait, la cartouche, tu touches pas? Alors, suivant les modèles, t'en as qui s'entretiennent, d'autres moins. Là, je vais être un peu plus basique. Il y a tellement de tout. Je vais revenir un peu sur le collègue précédent qui disait que l'entretien de l'amortisseur à l'arrière, ça allait. Sur la tige de sel, si elle fonctionne bien, franchement, à part changer le câble et gaine, ne pas essayer de démonter à l'intérieur, de refaire quoi que ce soit. Parce que sur certains modèles, dès qu'on y touche, après, c'est pire que le départ. Sur de l'hydraulique. J'imagine que t'as des joints, tu l'ouvres, c'est mort, faut changer, et ça se détaille pas forcément. C'est exactement ça. Ouais, t'as pas pratiquement les pièces au détail. Des fois, c'est avec des ressorts qui sont tarés et qui ne peuvent pas remonter. Donc, il y a plein de voilà. Il y a plein de petites choses là-dessus. Les tiges de sel, c'est un vrai bazar. Si je prends les tiges de sel, par exemple, de chez RockShox, qui sont hydrauliques, j'ai cessé de faire l'entretien dessus. T'es pas le seul qui dit ça. Mon vélociste m'a dit pareil. Il me dit, oh là là, attention sur celle-là. Moi, j'envoie directement chez SRAM. Maintenant, chez SRAM, soit ils ont les pièces, ils font l'entretien et tout va bien, et ça te coûte déjà une petite fortune. Soit ils n'ont pas les pièces, parce qu'elles ne se font plus, parce qu'il y a eu tellement de modèles que c'est le bazar, et ils te proposent une nouvelle tige de sel. Et là, tu en reprends pour 200 à 300 balles. Moi, en fait, j'ai fait le choix de prendre une tige de sel 100, 150 balles. Ouais. Et puis, je me dis, dans 2 ou 3 ans, s'il est mort, de toute manière, ça fait comme les autres, malheureusement, c'est poubelle et une autre. C'est triste, c'est triste, mais c'est ça. Parce que les super haut de gamme, tu te dis, elle va faire longtemps, et en fait, je vois qu'elles font pas plus longtemps que les autres. Non. Non. Après, c'est pas la même toucher de sensibilité, mais. Après, voilà. Il faut voir l'utilisation, il faut voir le coût, il faut voir tout ça. Alors, on va passer à la suite. L'entretien du home trainer et du vélo sur le home trainer. Donc là, rien d'extraordinaire. Pareil.
nettoyer les surfaces avec un chiffon humide, avec un produit nettoyant. Voilà, rien d'extraordinaire. Pareil sur le home trainer. Pas la peine de surcharger en graisse et en lubrifiant sur la chaîne. Si vous avez un vélo qui est dédié au home trainer, eh ben, ça sert à rien d'en mettre des masses, vous êtes à l'intérieur. La seule chose qui peut tomber un peu dessus, c'est votre transpiration, et ça tombe pas en permanence sur la chaîne. Donc, voilà, vous remettez un peu de lubrifiant de temps en temps, et pas besoin d'en mettre beaucoup. Là, j'encouragerais plus à mettre un lubrifiant sec type cire, de manière à éviter d'avoir trop de gras et trop de cochonneries qui tombent au sol. Sur le cadre, il existe des produits pour protéger la couronne. Alors, sans faire la publicité d'une marque, mais il y a une marque rose, qu'on a cité tout à l'heure, qui fait un produit justement pour protéger. J'ai pas compris, pour protéger le cadre ou protéger les roulements? Enfin, j'ai pas compris. Non, pour protéger le cadre. D'accord. Voilà. En fait, ça protège de l'agressivité de la sueur. Donc ça peut être pas mal. Mais si vous passez un coup de chiffon régulièrement avec un peu de produit nettoyant sur le vélo, vous gardez, comme tout le monde, la serviette sur le cintre, vous protégez au maximum votre vélo déjà. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Après, sur certains home trainers, vous pouvez passer un petit peu d'aspirateur au niveau des ailettes d'aération, de manière à chasser toute la poussière qu'il peut y avoir à l'intérieur. Alors, notamment, je pense aux taxes qui peuvent être assez sensibles à ça. Voilà. Moi, sur le mien... Alors, l'un après l'autre. Vas-y. Ouais, merci. Du coup, sur le mien, quand mon vélo, moi, il fait home trainer et route, enfin, je le mets dessus. Ouais. Je ne dois pas avoir tout à fait la même largeur de moyeuse. Je suis en DI2 et sur la route, c'est super. Et mes vitesses, quand je suis sur le home trainer, il y en a toujours une qui gratte un peu, quoi. Ouais, alors parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, la largeur de l'axe. Il manque. Alors là, j'ai essayé depuis ce matin. Côté cassette, j'ai mis un joint torique niveau. Qui m'écarte un tout petit peu mon code, mais pas grand chose, quoi. Oui, mais juste histoire de. C'est pas plus mal, quoi. Ouais, il suffit que je serre un tout petit peu trop mon axe, c'est foutu, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est la différence de largeur. Mais il n'y a rien, quoi. Malheureusement, tu n'as pas de solution, ouais. À part ce que tu as trouvé comme des brouilles, comme petite technique, il n'y a pas beaucoup de solutions. Hein. Parce qu'il suffit que mon joint, je le serre un tout petit peu plus, je l'écrase un tout petit peu. Ça y est, j'ai une chaîne j'ai une vitesse qui m'emmerde. Alors après, faut quand même que ce soit suffisamment serré que sur le home trainer, tu es amené à développer un peu de puissance. Ouais. Donc le risque, c'est que le vélo il parte en travers et que ça casse beaucoup de choses. Ouais, ou qu'avant ça prenne du jeu énormément. Quoi. Ouais. Donc voilà. Mais oui, ça c'est un des risques et tu as la même chose si tu as plusieurs paires de roues. Oui, d'accord. Oui, normal. Ouais. C'est la même chose. Donc ça, en fait, toutes les marques de home trainer, c'est pareil. C'est pareil, ouais. Ça change rien. Ah non. Mais sur les Wahoo Kicker, tu as une recommandation d'entretien ou pas spécialement? Non. Après, on peut changer les roulements à l'intérieur sur le Wahoo. Ouais. On l'a fait avec Muriel Bélisienne, Maman Zwift. On a fait sur le sien. Maintenant, ça reste que une solution temporaire. Dans son cas, le problème venait plus d'un galet qui était usé et qui provoquait du bruit. Et dans ces cas-là, il n'y a pas d'entretien. Il faut essayer de négocier avec Wahoo. Soit un prix préférentiel, soit dans certains cas, Wahoo propose un échange avec un entraîneur reconditionné. Moi j'ai déjà eu 2 échanges. Ouais. Non mais voilà. Clairement, il y a des marques qui vont jouer un peu plus le jeu que d'autres.
Dites là-dedans, il est comment par rapport aux autres, en entretien, etc. En panne récurrente? Non, non, pas plus que. Il y a des pannes comme chez les uns et les autres. Hein. Elite, tu as des courroies que tu peux changer, tu as différentes pièces que tu peux mettre. Donc ça va. Après tout dépend si tu tombes sur la bonne série ou pas. Ou voilà. Ouais, ça fait comme une voiture. C'est ça. Il n'y a pas de miracle. Hein. Mais bon, des fois, il y a des pannes récurrentes, on sait que ça lâche. Oui. Oui. Mais avec la recrudescence des home trailers vendus et des utilisateurs, je pense que les marques ont fait énormément d'efforts dessus pour limiter un peu cette casse et puis réagissent assez vite. Ouais. Malheureusement, la situation des pièces détachées actuellement, des fois, bloque un peu le système. Mais c'est tout. Que sur le Elite, la courroie, elle est glisse en pièces détachées? Alors, tu peux la trouver, pas forcément chez Elite, mais chez d'autres marques. En adaptable, en fait. D'autres spécialistes de courroies. En fait, d'accord, je comprends. Tu te rends compte que les courroies, c'est des courroies industrielles. Elles sont pas spécifiques à la marque. Ouais, je comprends, c'est pas utile. Ouais, d'accord. Ouais, tu vas sur un site. Ouais, d'accord. Ouais. Comme les roulements. Ouais. Les roulements. 1, 2, 3, c'est ça? 1, 2, 3 roulements? Ouais, t'as 1, 2, 3 roulements par exemple. T'as SOS Hanger, t'as différentes marques qui font des roulements. Donc, on reste sur du produit industriel à la base. Donc, l'entretien préventif. Remplacer la chaîne régulièrement. Ça, c'est un bon entretien qui ne coûte pas trop cher et qui vous fait économiser de l'argent. La câblerie, je conseillerais plutôt un remplacement une fois par an, si vous roulez normalement. Si vous roulez beaucoup, par choix 2 dans l'année. Surtout si vous êtes dans des conditions très humides, c'est l'idéal. Après, tout ce qui est frein et tout ça, c'est vraiment important, mais ça contrôlé à chaque sortie. Le petit matériel nécessaire. Donc l'idéal, alors, en vélo de route, c'est plus compliqué. On va le réduire. Mais en VTT, on peut avoir un peu plus. Une petite trousse de secours dans laquelle il y a des gants, une couverture de survie, un petit kit de désinfection compresse pour, soigner le gros bobo ou le petit bobo, le temps de faire le nécessaire. La couverture de survie, elle sert le coup de moins bien, la personne qui fait une hypo, peu importe, de manière à ce qu'elle se réchauffe, des conditions climatiques qui se dégradent si vous êtes en montagne, la chute, donc ça permet de protéger la personne du froid, et en même temps, ça peut abriter de la pluie, ça peut faire pas mal de choses. Donc ça, c'est utile. Après, ceux qui sont équipés de GPS, il existe des systèmes de localisation en cas de chute, de décélération importante. Donc ça, pour beaucoup, c'est une option. Mais si vous roulez seul, ça peut être une option très utile. Une chute, vous êtes inconscient, au moins, vos contacts de sécurité reçoivent l'information du lieu où vous vous trouvez. Alors ça veut dire c'est avec GPS. Donc souvent avec un abonnement, ainsi de suite. À voir, ça c'est vous qui voyez. Il existe une autre marque qui s'appelle Toxen et qui vend un système similaire, aux alentours de 80 €, qui se fixe sur le casque. Alors casque de VTT, de route, casque d'équitation, de ski, peu importe. Et qui, en cas de chute, pareil, alerte. Vous avez 30 secondes pour arrêter sur votre téléphone l'application. Si vous ne l'arrêtez pas, on envoie un message aux personnes possesseurs du même système à proximité et ça envoie un message à vos contacts de sécurité avec la localisation. Ça, c'est grave,
il n'y a pas d'abonnement. C'est juste l'achat du système, qui est un petit patch à coller sur le casque. Et pour moi, ça fait partie des choses essentielles. Parce qu'on rappelle qu'on est dans des sports nature et qu'une chute est vite arrivée. Donc voilà. Y a-t-il des questions? Questions? Non, non, non. Super. Alors j'ai eu 2 questions en amont. Une première question concernant des pneus pour quelqu'un qui va faire de l'ultra. Donc la Race Cross Belgique typiquement. Et elle voulait savoir si c'était intéressant de passer en tubeless ou pas. Perso, à part le gain de confort, je dirais que si elle n'a pas l'habitude, c'est plus compliqué que de rester en chambre, d'avoir un peu de chambre à air, 1 ou 2 chambres à air en stock, des rustines. Elle sera plus à l'aise, moins de stress. Et donc voilà. Ensuite, la deuxième question, c'était remplacer les roulements d'un boîtier de pédalier Ultegra. Donc non, les roulements ne se remplacent pas. Il faut remplacer le boîtier de pédalier. Ouais, il faut remplacer le boîtier de pédalier complet. Ouais, je me suis fait avoir, entre guillemets, en remontant le boîtier de pédalier. Ouais. Mon cône que tu as entre deux, en fait, des cuvettes. Ouais. J'ai mis en travers. D'accord. Ouais. Et j'ai serré tout le monde. Bah. Donc, au moment de remonter mon pédalier, ben, il y a quelque chose qui va pas. Quoi. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, tu ressors un côté de tes roulements. Donc, tu ressors une des cuvettes. Tu retires le cône. Et tu remontes ton pédalier. L'autre, celui que tu as démonté, tu le remontes sans. Ça va, alors, tu auras plus d'humidité qui risque d'arriver au niveau de ton pédalier. Mais ça ne va pas empêcher le fonctionnement. Alors, vas-y, tu remontes avec le cône. Tu remontes sans l'entretoise au milieu. La partie d'accord, ça peut. Ça choque parce que là, je suis en DI2, j'ai mes fils de DI2 qui sont là. Alors, et je voudrais pas qu'ils viennent se limer. Si tu as des fils, effectivement, dans ces cas-là, tu as plutôt intérêt à remettre l'entretoise. Faut que tu essayes de la redresser. Ben, ce que j'ai fait, j'ai pris l'ancienne, qui était, elle, bonne. Ben, si ça a fait ça, c'est le principal. Ça marche tout autant. J'ai remonté, ça fonctionne. Ouais. En fait, l'idée, c'est de protéger ton pédalier, donc l'axe de ton pédalier de l'humidité, et notamment tes câbles DI2 du frottement. Bah ouais, parce que je pense que sinon, il frotte sur mon axe de pédalier, en fait. Il risque de frotter sur l'axe. Ouais. Voilà. Bah, merci, ça m'aurait été utile, en tout cas. Bah, de rien, à ton service. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Pas pour moi. D'autres questions? Ok. Bon, bah, j'espère que ça vous aura été utile. Super, ouais. Super, ouais. C'était vraiment ça. Merci beaucoup. C'était Merci. bien, Jérôme. C'était super. Merci. Tu t'es bien débrouillé. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça de rien. Bon, La classe internationale. On a vu le parcours. Le dernier, il vient de finir il y a tout peine 1 minute. Donc, on est en timing. Et là, moi, je suis dans une course et je me suis même pas rendu compte du départ en force et du fait de mon rôle. Bon, bah, c'est bien. C'est bien. Bon, bah, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Ouais, bah toi aussi. Merci à toi aussi. Salut. À bientôt. Salut. Merci encore. Rien.